RCN. Le son de la différence. Brannick John W. Vous êtes accusé de trahison, de terrorisme et de procréation illégale. Vous avez purgé votre peine dans la prison de l'espace. La forteresse. On ne s'évade pas d'ici. Je parierai pas là-dessus. Il était le meilleur guerrier dans la résistance. Au moment où il sentait que son combat était terminé, et sa dernière bataille. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Allez commencer. Où tu vas, là, vieux? Il faut bien que quelqu'un éteigne la lumière. Pas de grâce. Verrouillez la porte. Pas de remise de peine. Voilà, ça c'est de l'action, les mecs. Pas d'évasion. Qu'est-ce qu'il fout? Fortress 2. Réincarcération. Je vous le dis franchement, je suis très mécontent de cette mission. Bonsoir et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma, et culturellement, on est sur du haut de gamme avec l'introduction de la bande-annonce de Fortress 2, Réincarcération, film exceptionnel avec notre cher Christophe Lambert. Tu es d'accord avec moi, Elias? Ah, mais tout à fait. Et comme il a dit, je parierai pas là-dessus. Et oui, il s'évade une deuxième fois, parce qu'il s'était évadé forcément une première fois avec Fortress 1, et là dans Fortress 2, donc il s'évade encore. C'est la magie, la magie de la suite. Donc c'est-à-dire, on va le renfermer une fois de plus, cette fois-ci dans l'espace, et là il pourra pas s'en sortir. Eh ben si, parce que Christophe Lambert, il peut survivre dans l'espace en retenant sa respiration. Christophe Lambert sait tout faire. Ouais, Christophe Lambert sait absolument tout faire. C'est pour ça qu'il joue dans Ghost Rider 2. Alors du coup, on va donc on va pas parler de Ghost Rider. Non, c'est pas notre thème cette semaine. C'est donc la prison au cinéma. Et oui, c'est un terme assez, on va dire assez répandu finalement, culturellement parlant. La prison au cinéma, elle est apparue très rapidement dans le milieu du 7e art. Et je dirais même que l'un des premiers à l'avoir terriblement bien montré, c'est Charlie Chaplin avec Charles Sévade en 1917. La prison est donc partout au cinéma depuis le temps. On trouve par exemple des prisons pour hommes, comme par exemple on peut le voir dans plein de films, mais par exemple le film de David Lynch, Lost Highway. On peut le voir dans les prisons pour femmes, comme par exemple l'introduction dans Jackie Brown de Quentin Tarantino. Les prisons également pour adolescents, on le voit dans le terrible Scum et plus ou moins son remake fait par Kim Chapiran avec Doug Pound. On trouve forcément à travers l'histoire les camps de prisonniers, qui sont également les prisonniers de guerre, qui sont également forcément des prisons, comme on peut le voir par exemple dans l'excellent Furieux, avec David Bowie. Road, pour une version plus féminine. Exactement, totalement. On va même voir un petit peu plus tard qu'il y a eu un genre qui s'appelle Woman in Prison. On a également forcément les cellules collectives, comme on peut le voir avec Tom Hanks qui se fait un peu toucher de partout dans le bûcher des vanités, enfin surtout sur le crâne et les épaules. Je parle pas d'en dessous de la ceinture, ça forcément, ça on en reviendra peut-être un peu plus tard. Ou forcément les prisons individuelles pour les personnages dits dangereux, comme on peut le voir par exemple dans l'introduction du personnage d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, avec ce fameux petit travelling plongé où l'on voit apparaître directement derrière le mur, où il est complètement statique et il s'attend à l'apparition d'une personne, parce que forcément il est également attendu, quoi. Donc la prison est finalement partout en tout temps, qu'elle soit grande, petite, on va le voir forcément avec les différentes conditions aussi à travers les différents pays dont on va parler dans les films, que forcément il y a certaines prisons, elles sont extrêmement géantes, d'autres très petites, et d'autres forcément ont des conditions un peu plus dramatiques. La prison, finalement, c'est un lieu qui peut autant convenir à du pur film de divertissement. Je vais prendre un exemple tout pourri, Évasion, avec Schwarzenegger et Stallone, où Stallone il fait « je suis le roi de l'évasion », enfin voilà, il s'évade lui-même de ses propres prisons, c'est assez drôle. Et des œuvres plus engagées socialement, là on a beaucoup d'exemples. Je pensais par exemple aussi à Animal Factory de Steve Buscemi, qui a un côté aussi très c'est un drame. Ouais, c'est un drame, mais c'est surtout assez véroce en fait sur la condition d'un jeune qui va arriver en fait dans un lieu très comment dire,
très prononcé au niveau criminalité en fait dans une prison, parce que forcément il va atterrir vraiment dans une prison où il y a pas c'est ça où je trouve aussi très intéressant ce film, Il n'y c'est a pas de distinction entre les types de criminalité. voilà exactement, et ça c'est l'une des grosses critiques notamment envers la société américaine sur les prisons aux États-Unis quoi. Surtout que le personnage principal est vraiment très jeune, je crois qu'il Oui, a oui, à peine 18 ans. Et c'est il se en plus retrouve, campé par le jeune Edward Furlong. Voilà, avant qu'il qu'on retrouve également dans American History X. oui, qu'on retrouve également dans Terminator 2 avant qu'il s'écroule. Mais juste pour dire, on revient en American arrière dans History ça. X Voilà. parle également de prison avec Edward Norton qui joue son frère Exactement. Oui. incarcéré pour crimes racistes et extrêmement violents. Mais oui, c'est vrai que y a beaucoup de films de cette manière-là, dans ce genre précis. Et c'est vrai que tout est vraiment représenté, je dirais, la plupart du temps, par le biais de leurs personnages. Au cinéma, je trouve forcément la prison, c'est surtout en fait, ça prend lieu et corps aux personnages que l'on voit à l'image, parce que finalement, ça va être eux qui vont représenter cet environnement. Le prisonnier, on peut avoir autant un personnage par exemple très humaniste comme le personnage de Tim Robbins dans Les Évadés, Quand il joue Andy Dufresne dans l'adaptation de Stephen King. voilà le film de exactement, Frank Darabont. qui a un côté très porté sur la condition des prisonniers, sur sa propre condition également. Mais ça peut être aussi un personnage qu'on peut voir par exemple comme provocateur ou même très rebelle, chose que sait très bien faire Steve McQueen, qu'on peut le voir autant par exemple dans La Grande Évasion que dans Papillon. On peut aussi penser à Jim Carrey dans I Love You Philip Morris, c'est une Oui, histoire vraie pour le coup, mais oui. il s'est évadé à plusieurs reprises, je crois 4 fois. Et une fois en simulant les symptômes du sida et en faisant croire à sa propre mort. C'est n'importe quoi cette histoire. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un film très intéressant, I Love You Philip Morris, parce que ça va aussi parler de la condition amoureuse que peut avoir entre prisonniers. Et ça, c'est très intéressant, parce que finalement, c'est une chose que l'on a pu voir à travers certains films, mais finalement, ça va être généralement, c'est montré de manière très violente. Oui. Plus ça parle. En général, c'est surtout des cas de viol dont on parle, de domination, plus que d'histoire d'amour. Ce qui est le cas de ce film-là entre le personnage de Jim Carrey et Ewan McGregor. C'est un très beau film, je trouve. Oui, non, c'est un film. C'est un feel-good movie d'ailleurs. J'ai même envie de dire ça, oui, totalement. Il y a un côté feel-good en fait, alors que ça représente en fait une histoire un peu dramatique d'une personne campée par Ewan McGregor qui va en fait rencontrer donc ce personnage campé par Jim Carrey, qui est un escroc notoire, un vrai mythomane, qui est en fait un personnage tellement turbulent qui chamboule la vie de tous les autres, et que même en prison en fait c'est quelqu'un qui va avoir toujours ce côté provocateur en fait. Mais c'est quelqu'un qui veut toujours le bien des personnes qu'il aime en fait. C'est ça qui est beau aussi dans ce film, je pense. Il fait tout pour rendre ceux qu'il aime heureux. C'est un film très touchant, je trouve. Oui, c'est vrai que en fait c'est un personnage en fait qui est assez comment dire décalé par rapport à la condition que l'on peut imaginer sur le film de prisonnier, et surtout sur cette manière en fait de voir en fait toujours des personnages d'arnaqueurs, de personnages en fait qui toujours essayent de s'évader ou de s'en sortir, et en fait on a toujours l'habitude de voir ces personnages là en fait en liberté. On voit jamais, rarement par exemple dans un film on le voit par exemple finir en prison, parce que il y a toujours une certaine moralité que quand on fait une merde, quand on fait une connerie, finalement on termine toujours en prison. Et c'est vrai que là en fait on voit cet à côté, chose que l'on voit très rarement avec d'autres personnages, comme par exemple je pensais à un film de Ridley Scott avec Nicolas Cage qui pareil joue un arnaqueur, mais on voit toujours en fait toutes les arnaques qu'il essaye de faire avant en fait. Je sais plus le titre dessus, mais je avec vois Alison Lohman, oui. Oui. Où une jeune fille fait croire qu'elle est sa fille biologique. Qui est pas le meilleur Ridley Scott. Je trouve que c'est un film intéressant. Mais revenons à nos moutons en fait. Donc on parlait du prisonnier. Alors en plus le prisonnier peut avoir forcément un antagoniste aussi issu de sa même condition, qui peut être un parfait salopard, une parfaite saloperie, et qui est généralement très bien campé au cinéma par on va dire des vraies gueules. Un acteur qui a vraiment fait la majeure partie de sa carrière parce qu'il a été prisonnier et qu'il a été consultant dans pas mal de films dans les années 90 et qui est devenu acteur par la suite, c'est Danny Trejo par exemple. Danny Trejo avait vraiment cette gueule en fait. Oui.
Lui, ça a été vraiment un criminel repenti en fait, et par le biais des différentes rencontres, des différentes rencontres tout simplement, parce que je crois quand que même le cousin de Robert Rodriguez, qui est un ami proche et un collaborateur de Quentin Tarantino, et c'est comme ça que j'ai envie de dire que sa carrière a pu être propulsée en quelque sorte. en fait non, c'est surtout qu'il a rencontré un scénariste dans la même prison que lui, Ah bon? et qui lui a en fait donné pas mal d'indications et pas mal de contacts. Et ouais, c'est aussi comme ça qu'il a pu rencontrer certaines personnes dans le milieu du cinéma, quoi. D'accord. Et qu'il a été consultant d'abord, et après il a été acteur. D'accord. Notamment, on peut le voir dans Les Ailes de l'Enfer, où il joue pareil Je le me rôle d'un rappelle que salopard. je crois que le premier rôle où je l'ai vu, c'était dans l'introduction du film Anaconda, où il meurt seul sur son bateau, de manière totalement ridicule. Mais ouais, c'est surtout en fait un acteur qui a surtout cette gueule en fait. Il a les tatouages, il a le côté. Il est très beau il peut être chef également. Oui, puis il peut être chef en fait d'un clan mexicain. Enfin, il y a de tout, donc il y avait de tout dans cet acteur-là, quoi. Oui. Et c'est vrai que donc ça peut jouer forcément très très bien les salopards, les antagonistes, mais il y a un autre personnage aussi qui peut jouer très bien là-dessus, c'est le surveillant. Parce que finalement, le surveillant, ce qu'on peut appeler aussi vulgairement le maton, il peut par exemple être représenté comme autant bienveillant que sadique. Et je trouve qu'il y a un film qui représente parfaitement bien les deux, c'est La Ligne verte de Frank Darabont, parce que autant on a le personnage par exemple de Tom Hanks qui a un côté très humaniste, alors qu'en plus il est quand même surveillant dans un couloir de la mort, voilà, il reste très correct, alors que par exemple il y a le personnage de Doug Hutchinson qui est une véritable saloperie, qui notamment... il est là pour faire le mal, lui. Oui, c'est un personnage totalement sadique, voilà. Notamment cette fameuse scène où il fait exprès de ne pas mouiller l'éponge sur le crâne du condamné à mort, oui, pour qu'il crame carrément après sa propre condamnation. Enfin, je crois. Non, c'est la chaise électrique. Oui, c'est la chaise électrique lors de l'exécution. C'est ça. Et c'est la même chose pour le directeur. On peut trouver également des directeurs autant bienveillants que complètement sadiques, Gary Oldman autoritaires. Dans Meurtre à Alcatraz, qui est un sadique également. Oui, je pense même également à Tommy Lee Jones, qu'on le voit également dans un côté complètement fou, décadent dans Tueur Né d'Oliver Stone. Donc c'est vrai qu'on trouve toujours ces différents personnages en fait très alambiqués dans le milieu de la prison cinéma, donc c'est presque même caricatural qu'on peut les revoir comme ça, et c'est pour ça que forcément c'est un genre presque à lui-même, mais qui peut être couplé à d'autres genres un peu plus, on va dire un peu plus de haut standing. Alors c'est vrai que par exemple je parlais de côté caricatural, on peut le voir dans la comédie. Il y a plein de comédies où on retrouve, on va dire, un personnage qui va sur ce côté décalé, qui peut faire un côté un côté second degré bien évident en fait, comme par exemple on peut le voir aussi dans le deuxième Austin Powers, avec l'espion qui m'a tiré. Voilà, où donc il y a toute la scène en prison où ils vont carrément même refaire une espèce de séquence en mode comédie musicale où ils reprennent un morceau de Cypress Hill. C'est pas Just the Two of Us qui chante? Non, il y a du Cypress Hill aussi, je crois, à un moment donné. Pour faire le côté vrai thug. Oui. Le côté vraiment gangster, quoi, en fait. Pour se familiariser avec les autres membres de la prison, quoi, en fait. Il y a ce côté complètement con qui marche. Moi, un des meilleurs gags graphiques que je trouve dans le contexte de la prison. Alors attention, hein, c'est un film où il faut aimer l'humour des As, donc l'humour des frères Zucker. Dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, où donc Frank Drebin va se retrouver en prison infiltré pour en fait enquêter sur son antagoniste du film, donc sur le grand méchant. En arrière-plan, on voit un prisonnier en fait faire un saut à la perche pour sauter au-dessus de la barrière, et après on entend le bruit des chiens, donc on comprend ce qui lui est arrivé. Mais voilà, il y a d'autres genres qu'on peut trouver forcément évidents, d'autres non. Par exemple, la science-fiction, on peut la coupler avec la prison. Comme j'en ai parlé juste avant, Fortress 2, c'est carrément dans l'espace. On voit Christophe Lambert s'évader dans l'espace, donc impressionnant. On peut considérer que le premier touche quand même à la SF. Je veux dire, c'est un film censé être futuristique, oui. avec des lois. En 2018. D'accord. Ça se déroule en 2018, hein, donc c'est de l'anticipation maintenant. Oui. Non, mais par exemple, on a également Alien 2. Alien 3, pardon. C'est Alien 4. Alien 3. Oui, mais il y a le 3, mais le 4 aussi. Non, le 3. C'est le 3. C'est le 3 dans... Oui, c'est une prison monastérielle. Exactement, oui, voilà. Oui. Le pauvre film de David Fincher, complètement regretté.
Ah bah disons que Fincher ne le considère pas vraiment comme son premier film. Il faut quand même le signaler que oui, les producteurs ont eu un petit peu la main basse sur le montage et que ça n'a pas trop plu à ce bon vieux Finchy qui s'est même barré durant le tournage. Hein, donc, mais ça, il faut quand même le signaler, ça reprend le contexte aussi, prisonnier, incarcération. Et les dangers qui s'ensuivent. Forcément, le film d'aventure peut également se prêter à la prison, ou alors une partie du film peut se dérouler en prison, comme par exemple, comme en majeure partie, on peut également voir Papillon, donc avec Steve McQueen et son remake. Sur une île aussi. Oui, mais c'est les fameuses géoles françaises de l'époque où on envoyait les gens donc dans le fin fond de la Guyane ou dans le fin fond d'autres îles antillaises. Et qui forcément est extrêmement meurtrier en fait. Non? Oui? Ouais, je sais pas, je te voyais en train de... Là, j'étais en train de réfléchir à d'autres films dans des conditions similaires, mais je pense à Paradise Rose qui se passe à Sumatra du coup. Et c'est un conte de femme prisonnière et enfin, c'est une histoire vraie, parce que si je me trompe pas, c'est adapté de l'histoire de Betty Jeffrey. Ouais. Et ça se passe... en 1942. Pardon. Oui, ça se passe en 1942 et c'est du coup adapté des mémoires de Helen Collinge et de Betty Jeffrey. Du coup, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment... Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'il y a plein de biopics qui se sont vraiment intéressés sur la vie de prisonniers, qu'ils soient... on va dire plus ou moins folklorique, comme par exemple la tentative de Nicolas Winding Refn avec Bronson, où il part vraiment sur le côté folie agréée à la mise en scène par rapport à la psychologie du personnage principal. D'autres cas un peu plus graves et dramatiques, comme par exemple l'excellent Hunger de Steve McQueen, où on retrouve donc le personnage de mince, j'ai oublié son nom, qui était donc un représentant de la NRA qui va donc faire jusqu'à la grève de la faim en prison. Joué par Michael Fassbender. Michael Fassbender, voilà. Mais je retrouvais en fait le nom véritable du prisonnier. Pas. Mais voilà. Donc, qui était un individu donc nord-irlandais qui a tenté de se battre pour ses convictions. Mais il en est mort. Et il en est mort, bien évidemment. D'où la force du film en fait. Et surtout, montrer en fait une certaine idéologie politique que l'on retrouve derrière, et pas seulement sur les conditions en elles-mêmes du prisonnier. Parce que forcément aussi, à l'époque de Thatcher, on va dire que c'était pas Jojo, aussi également ce qui se passait en termes de politique en Angleterre. Mais non, c'est toujours intéressant de voir ce genre de film qui va revenir sur un contexte très très précis et qui permet aussi de voir sur pas mal de prisonniers leurs conditions, leur mise en place, et surtout forcément, comme j'en ai parlé juste avant, il y a aussi donc le film de guerre avec les camps de prisonniers, chose que l'on peut voir également par exemple dans Furio, l'excellent film avec Bowie. On a dans un registre aussi un peu plus on va dire un peu plus difficile à trouver, il y a le fantastique. J'ai un exemple assez précis, c'est le film d'Éric Valette, Maléfique, qui plusieurs prisonniers donc dans la même cellule vont découvrir en fait un espèce d'incantation en fait qui va leur permettre de passer possiblement sur un autre monde. Donc j'en dis pas plus, c'est vrai que ce film est assez c'est pas un grand film de toute manière, mais c'est vrai que c'est un film très intéressant à voir. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans le fantastique. On est vraiment resté sur un côté un peu plus réaliste, ou alors si on part sur un côté on va dire un peu plus fifou, forcément on part sur la SF quoi. Il y a encore Marquis du coup qui parle du Marquis de Sade, où tous les personnages sont campés en fait par des acteurs qui jouent des animaux humains, donc des anthropomorphes. Et en fait, dans cette histoire, tu vois, du coup, Sade, qui est isolé, et tous ses fantasmes sont véhiculés par son pénis qui est vivant et qui lui parle dans son... C'est très étrange comme film. Ça me dit quelque chose. Du coup, c'est fait par l'équipe de Téléchat, mais c'est... Encore mieux, c'est parfait. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est... Comment il s'appelle l'acteur de Kill Bill déjà ?
J'ai oublié son nom. David Carradine. Oui, je crois que c'est le doubleur français de David Carradine qui joue Marquis. C'est très bien, c'est parfait. Ça correspond parfaitement avec la fin de carrière de David Carradine. Euh... Pour terminer juste avant cette première pause, c'est vrai qu'il y a un autre registre aussi un peu plus précis qui s'appelle le Woman in Prison, et fallait que je termine là-dessus quand même, parce que c'est finalement un film qui servait plus ou moins à travailler sur le registre érotique, parce que finalement, ici, femme en prison, donc on va avoir des nichons et voilà. Tout Et des lesbiennes. Et des lesbiennes, et puis beaucoup de scènes de douche. Il y a des sévices, Il y a toujours mais des il y a beaucoup de scènes de douche. Voilà. Comme dans Freddy, Les Griffes de la Nuit Oui. 2. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries B là-dessus dans les années 70-80, et en plus on pouvait rajouter quelques nazis par-ci par-là, et ça marchait super bien. Bon, pour le coup, on va faire quand même une petite pause bio avant de parler vraiment sur les sujets abordés dans la prison au cinéma. Pour le coup, donc on va faire un extrait issu du film Midnight Express, l'excellente BO de Giorgio Moroder. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Midnight Express. Forcément, fallait qu'on parle de Midnight Express par le biais de la musique ou autre excellent morceau de Giorgio Moroder, film notamment écrit par Oliver Stone et réalisé par Alan Parker, et qui se déroule dans une geôle en Turquie. Et donc on va parler des sujets abordés au cinéma, et c'est vrai qu'il y a il y a tout d'abord en fait pas mal de généralités que l'on retrouve dans la plupart des films qui se déroulent véritablement en prison. On a notamment par exemple l'arrivée du condamné, pas que le condamné à mort, dans un lieu hostile. Alors par exemple, on peut le retrouver ça dans pas mal d'exemples. Par exemple, Faux coupable d'Alfred Hitchcock. On voit le personnage d'Henry Fonda en fait arriver dans sa cellule, et en fait il scrute vraiment tous les éléments de sa prison, et Hitchcock va prendre un détail vraiment minutieux sur chaque plan, chaque cadre de ce que voit Henry Fonda, et forcément on découvre donc son environnement en même temps que lui en fait. C'est vraiment aussi pour mettre en place la situation et mettre, je pense, encore plus d'empathie envers le personnage d'Henry Fonda, qui forcément, comme le nom l'indique à travers le titre du film Faux coupable, travaille bien là-dessus. Pareil, Bronson, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'en fait il y a le travail du mouvement chez Refn qui est très intéressant chez Bronson, parce qu'en fait le personnage en fait la plupart du temps en fait il va vraiment tourner en rond dans sa cellule privée, enfin surtout quand il est vraiment en fait en isolement, et qui montre forcément ce sentiment de mouvement cyclique ininterrompu, avec un personnage qui va devenir en fait au fur et à mesure touché psychologiquement dans son propre état d'âme. Et je trouve qu'en fait c'est très intéressant aussi sur le côté cyclique que découvre ce personnage en fait avec ses différents passages en prison en fait. On retrouve la même chose avec le personnage de Henry Young joué par Kevin Bacon dans justement Meurtre à Alcatraz, où en fait il va être en fait enfermé pendant 3 ans en isolement, en cellule d'isolement qui fait je sais pas, 1 mètre sur 2 mètres. Et en fait il peut même pas bouger dedans. Le vrai Henry Young disait qu'il avait 2 couvertures, il n'y avait pas de matelas. Je crois qu'il mangeait, il avait juste un ou 2 morceaux de pain par jour pour se nourrir, et peut-être un repas par semaine. 3 ans comme ça, et dans le film, on voit Henry Young qui passe en fait tout son temps à répéter les résultats du baseball, sport pour lequel il était passionné. C'était son seul intérêt en fait dans la vie. C'est terrifiant. Surtout en fait, ce genre de film en fait est très intéressant sur aussi comment on va mettre en place le cas des isolements au cinéma. Alors c'est vrai que beaucoup de films vont revenir, notamment par exemple certains sont des biopics ou d'autres ont été écrits donc par les prisonniers qui ont vécu leur propre expérience. Je me rappelle aussi de ce qu'avait tenté de faire aussi Jean-François Richet avec les Mérines, notamment où on voit donc le personnage Jacques Mérine qui campait par Vincent Cassel se retrouver dans ce qu'on appelait à l'époque les QHS, les quartiers haute sécurité, et dont Mérine, quand il s'était évadé, avait notamment critiqué j'invente des nouveaux mots, critiqué avec véhémence toute cette utilisation des QHS qui sont pour lui en fait totalement aux antipodes de ce qu'on peut appeler les droits de l'homme en fait. Alors après c'est vrai que quand on arrive dans une prison, tout est fait en fait pour que l'individu, que l'on montre un individu qui soit privé de ses libertés. Donc l'arrivée dans sa prison, notamment l'apprentissage aussi des règles de la vie en communauté, les visites au parloir, tout en fait est fait pour que le personnage en fait ait cette condition de prisonnier en fait.
c'est d'une certaine manière, c'est quelque chose que l'on comprend d'une certaine façon, et surtout à l'image. Et c'est pour ça que pas mal de réalisateurs aiment pas mal utiliser aussi le thème de la prison, le thème de l'enfermement, le thème de l'isolement, aussi pour jouer sur le côté symbolique. On le voit notamment, par exemple, dans pas mal de films classiques, notamment l'excellent Le Prisonnier d'Alcatraz avec Burt Lancaster, où on voit pas mal de plans, notamment par exemple avec le directeur de la prison qui est un passionné en fait d'oiseaux. Donc on va voir des cages d'oiseaux un peu partout. Et d'ailleurs c'est ce qui va provoquer envers Burt Lancaster une forme de rédemption qui lui était considéré comme un criminel absolument impossible à j'ai oublié le terme, donc à réinsérer dans la société. Voilà. Et finalement, il va devenir l'un des plus grands ornithologistes des États-Unis. On a, par exemple, dans d'autres films, pareil, de Luc Lamin Fouad ou Le Point de non-retour, beaucoup de plans orientés sur le côté cage d'oiseaux. D'ailleurs j'ai fait une petite erreur quand je parlais du plan Le Prisonnier d'Alcatraz avec le directeur de prison et la cage d'oiseaux, c'était en fait dans L'Évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood. Voilà. Donc qui est pareil, qui est encore plus symbolique parce que forcément on voit la cage d'oiseaux en premier plan et on voit les deux autres personnages interagir en second plan. Il y a aussi les jeux d'ombre qui sont très intéressants dans ces films-là, surtout pour les réalisateurs, pour jouer avec. Il y a un des plans que je trouve absolument fantastique, c'est Alfred Hitchcock dans Le Faux Coupable, où donc Henry Fonda, en fait, il est vraiment coupé au niveau de la gorge via l'ombre des barreaux, et on comprend forcément sa condition de condamné à mort. Donc il y a vraiment toujours une petite subtilité, une petite intelligence que l'on peut retrouver, notamment sur la plupart des réalisateurs quand même qui sont plutôt réputés pour cette idéologie-là. Mais c'est vrai que c'est un lieu, tout d'abord, vraiment porté sur une activité, sur plusieurs activités. Parce que forcément, ils ont du temps libre. Ça, on peut quand même le signaler. Par exemple... le sport, je dirais même que le sport en fait a une place assez prépondérante dans la plupart de ces films, alors que ce soit de sport de combat, comme par exemple Hurricane Carter avec Denzel Washington, on a également Chuck D ou même encore... Plein la gueule avec Burt Reynolds. Oui, bah ça c'est le foot américain. Mm-hmm. Après, c'est pas vraiment sport de combat, le foot américain. Non, mais ça reste un sport, ça reste une activité, oui. Et ça devient... Je crois qu'ils en viennent à faire des championnats. En fait non, c'est une compétition amicale entre les matons et les prisonniers, si je dis pas de bêtises. Parce qu'après il y a eu un espèce de remake avec Adam Sandler qui a été fait la même chose, et il y a eu plus ou moins un autre pseudo remake aussi en Angleterre réalisé par Matthew Vaughan qui s'appelle Carton Rouge avec Vinnie Jones, et là cette fois-ci c'est le foot, c'est pas le foot US, hein, c'est le vrai football. Parce qu'il y a vraiment eu d'autres sports, hein, on peut le voir partout. On a également là, donc, le basket, on le voit dans American History X, avec notamment Edward Norton qui joue au basket. On le voit également donc, avec la course à pied même, je trouve particulièrement intéressante via le personnage de Christian Bale dans Fighter, qui lui est un combattant de boxe qui va se retrouver donc en prison, notamment par du deal de crack, et donc va tenter de revenir dans le droit chemin en pratiquant la course tout simplement, et après en revenant à la boxe. T'as pas d'autres exemples sur le sport ? Non. Je te vois un peu... Je m'intéresse pas du tout au sport, alors le sport dans les films... Non, mais il y a d'autres activités que l'on peut retrouver, par exemple aussi la drogue. C'est une activité qui permet de développer un aspect beaucoup plus tragique à l'intrigue. Alors par exemple on a donc Midnight Express, parce que finalement le personnage principal va tomber dans les geôles turques parce qu'il est en pleine possession de drogue. La 25e heure, film avec Edward Norton également, réalisé par Spike Lee, où on sait que dès le début du film c'est un personnage qui est condamné à aller en prison, et en fait tout le long du film c'est l'attente avant d'arriver donc dans cette fameuse geôle, et donc on voit ce personnage faire ses adieux à tout le monde et aussi à réfléchir sur comment va être sa condition en prison en fait. Je pense qu'il y a une autre activité, c'est aussi la lecture et l'éducation en fait. Oui. Alors, c'est le cas dans Animal Factory où tu vois qu'ils peuvent assister à des cours, dans Les Ailes de l'Enfer. Et tout spécialement dans Les Évadés où le personnage d'Andy Dufresne va faire grandir en fait la bibliothèque de la prison, et qui va permettre à tous les autres, tout l'entourage en fait de réellement s'éduquer. Où je crois que c'est tous les jours il envoie des courriers pour obtenir plus de livres pendant des années.
Il y a un peu tout. Par exemple, même dans les tout premiers films, on voit Charlie Chaplin revenir dans la prison avec les temps modernes, où son personnage en fait va avoir comme co-détenu quelqu'un qui fait de la broderie, par exemple. Ouais. On a en termes de loisirs aussi, ce qui peut jouer également à travers le cinéma, c'est les projections de films. Donc on joue sur le côté un peu plus méta, comme par exemple la projection du Parrain dans le film Au nom du père, avec cet excellent acteur qui est Daniel Il est pas Day-Lewis. mort. Il est pas encore mort, mais il a arrêté sa carrière. Et aussi, par exemple, on voit également Gilda diffusée dans Les Évadés. Rita Hayworth. Exactement. Et la musique aussi, c'est un élément très important. Il y a un concert de Anthony Hudson Johnsons dans Animal Factory. Je me souviens. Et ben voilà. Et ben voilà, maintenant tu t'en Je souviens. me souviens des concerts et de l'importance de la prison dans les films des Blues Brothers, parce que la plupart des personnages sont justement des criminels. Voilà. Et Oui. les Blues Brothers finissent généralement par un concert en prison. Oui. Bah, en fait, c'est très intéressant le côté toujours prison, enfermement, parce que Il y a ce si on côté le blues, en fait, l'importance du blues, en fait, je pense, dans le la cinéma totale de genre. la totale importance du blues, la totale importance en fait aussi des conditions. Je trouve qu'en fait il y a même un gros foreshadowing que l'on peut voir dans Blues Brothers, parce que finalement le premier concert qu'ils font en extérieur, ils le font dans un espèce de country club un peu sale, un peu dégueulasse, où ils comprennent que faire un registre de blues via les blues américains, ça marcherait pas trop, donc ils vont refaire le générique de Rawhide pour pas trop se prendre des bouteilles dans la gueule. Et en fait, il y a tout un grillage devant la scène, oui, pour éviter qu'ils se prennent vraiment des bouteilles, quoi. Donc il y a ce côté déjà un enfermement déjà très précis derrière cela, et en fait on comprend aussi que c'est par rapport à la condition des musiciens, parce que c'était un milieu assez assez redneck, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je trouvais ça très intéressant, parce que finalement on le voit déjà un peu avant aussi dans Blues Brothers. Et oui, forcément il y a cette scène de fin où ils chantent carrément en prison. Mais c'est un feel good movie encore. Oui. Ça... Oui, ça reste de la comédie, en fait. Oui, voilà. Comme on l'a dit juste avant, pas en fait, pour juger dans les l'émission personnages. précédente, il n'y a pas qu'un jugement, il n'y a pas qu'un traitement dramatique que l'on peut retrouver dans la prison. Il y a un peu de tout, en fait. Parce que finalement, c'est un lieu de vie, c'est quelque chose que l'on peut revoir partout. Mais il y a quand même, et là c'est là où il faut revenir là-dessus, c'est que la prison, il y a beaucoup de termes qui sont très mis en place. Alors c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de l'isolement, la condition, donc ça retravaille sur le côté dramatique, mais il y a un autre sujet qui est encore un peu plus fort, un peu plus même essentiel et indissociable dans ce sujet, c'est la peine de mort. Alors on la voit beaucoup dans des documentaires comme l'excellent Into the Abyss de Werner Herzog, qui va filmer en fait carrément les couloirs de la mort, même les lieux où vont se préparer les injections létales, où il y a vraiment une ambiance très 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 tenante, quoi. C'est extrêmement fort. De toute manière, c'est peut-être même l'un des meilleurs documentaristes au monde, Werner Herzog. C'est un excellent comment dire, de conteur et de mise en image sur le réel et sur ce qui est même sur la fiction, d'une certaine manière. Et je trouve que c'est très intéressant. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille de le voir. Après, on le voit également forcément et surtout dans la fiction, que ce soit d'adaptation de livres, de biopic ou autre. On le voit par exemple même en adaptation de livres via Stephen King avec La Ligne verte. On le voit également dans d'autres films plus ou moins intéressants, comme par exemple Le droit de tuer ou encore Une dernière danse. De Alan Parker. La vie de David Gale. Oui, par exemple, oui, totalement. Mais il y a plein de films en fait là-dessus, surtout aux États-Unis, parce que forcément, la peine de mort est encore bien appliquée là-bas. Alors c'est vrai que chez nous en France, on n'a pas trop d'exemples sur la peine de mort, notamment au cinéma en fait. J'ai essayé d'en trouver, mais j'en ai pas trop vu. Et t'en as pas. Pas du tout. Je regarde pas de films français, pour ainsi dire, alors c'est encore plus mort. Ah voilà, ça regarde pas de films français, bravo. Non, mais c'est vrai qu'on est tous un peu comme ça de toute façon. On n'a pas envie de voir Christian Clavier tous les jours. Alors c'est vrai que au-delà de parler de la peine de mort, il y a aussi un enjeu qui est plus orienté sur l'action que sur le drame, c'est l'évasion. L'évasion au cinéma, il y a plusieurs aspects. Notamment, je dirais qu'en premier, c'est l'ultime recours pour établir une justice. C'est une chose que l'on voit par exemple dans Midnight Express. C'est aussi un défi face à l'institution.
chose que l'on voit par exemple dans l'évadé d'Alcatraz de Eastwood, ou que l'on voit également avec la grande évasion de Steve McQueen, enfin avec Steve McQueen, pardon, de Steve McQueen. Il y a ce côté aussi, c'est pas seulement pour se libérer du joug de la géole des nazis, c'est aussi surtout aussi par panache en fait. Il y a une certaine manière comme ça. Mais c'est aussi vu comme un dernier recours face aux rudes conditions, et c'est là l'un des plus grands films dont je vais parler issu de ce milieu, c'est Le Trou de Jean Baker. Excellent film français qui parle de la condition des prisonniers de cette époque, et surtout qui va jouer sur un côté très procédural, sur la condition et sur le travail d'une évasion en prison française à cette époque, et d'ailleurs qui est tiré d'une histoire vraie, et qui est absolument, je trouve, essentiel à voir, sur l'idée même en fait du conditionnement des personnages, parce que finalement Jacques Baker va forcément, il y a un côté presque huis clos dans cette idée-là, mais le travail de l'espace dans ce film est particulièrement impressionnant. Enfin, voilà, je vous le conseille. Et c'est vrai que ça permet de rebondir. Une chose très essentielle dans ce film, c'est l'interaction avec les prisonniers, et surtout, forcément, le travail en équipe. Et c'est vrai que là, on voit beaucoup, dans la plupart de ces films dont j'ai parlé, soit un travail en équipe ou un travail en binôme. Qui est généralement le cas. Par exemple, dans I Love You, Philip Morris, c'est indissociable de relier Jim Carrey avec le personnage d'Ewan McGregor, par exemple. Pas tant que ça pour l'évasion, parce que... Pas que l'évasion, je parle pas que de l'évasion. D'accord. Parce qu'effectivement, pour l'évasion, il est forcément aidé par d'autres personnes. Je pense à ses contacts qui étaient dans la police, ou même d'autres prisonniers qui lui passent des éléments. Et l'aide extérieure, par exemple, tout simplement. Il y a aussi le personnage de Red qui aide Dandy Dufresne avec les posters pour cacher justement le trou. L'idée même principale, c'est comment cacher le trou en fait. Alors, par exemple, pour le trou de Jacques Baker, en fait, il cache, c'est caché par les dalles, ils mettent le lit par-dessus. Voilà quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée en fait très intéressante de voir comment ils vont s'en sortir en fait. Et surtout cette idée forcément qui est très intéressante avec l'évasion, c'est le suspense. On se demande tous, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va survivre, tout simplement. Que ce sera une réussite ou pas, et est-ce qu'il va se faire choper à la sortie? Voilà. Bien évidemment quoi. Est-ce qu'il y en a un des membres qui va les trahir face à l'autorité? Il y a toujours quelque chose de très intéressant là-dessus. Et c'est vrai que l'évasion, c'est un aspect que l'on voit particulièrement, qui est plus répandu que par exemple, forcément, comme je parlais de la condition de la peine de mort, la condition des prisonniers, c'est quelque chose que l'on peut facilement le travailler, par exemple, dans un film d'action, que ce soit même dans un drame, ou dans un genre un peu plus précis, quoi. C'est vrai que non, c'est vrai. Plus abordable peut-être. C'est totalement plus abordable. La peine de mort, c'est pas un sujet joyeux. Hein. Non, et puis surtout que on peut le revoir dans beaucoup de genres en fait, et dans beaucoup de nationalités différentes. Qui est très compliqué en fait de parler de la peine de mort dans certains films quoi. C'est toujours compliqué en fait. C'est quelque chose de très tabou, je trouve. Oui. Par exemple, comme je parlais du film La vie de David Gale, le film a réellement pas marché, il a été extrêmement critiqué, et en fait il a tué la carrière de Alan Parker, qui a immédiatement pris sa retraite en fait. Il pouvait plus rien faire, il n'arrivait plus à faire produire ses films par la suite quoi. C'est fou en fait. Oui, en fait, il y a tellement d'aspects très compliqués, parce que revenir déjà sur un contexte historique, qu'on puisse reprendre une histoire vraie ou non, ça pose des conditions déjà, soit où on va faire polémique, soit forcément traiter de la vérité quand même, ou traiter son propre point de vue sur un élément de vérité est toujours un peu à risque. Ça me fait penser également forcément à une chose que l'on peut voir également dans les films de prison, c'est les émeutes. Les émeutes, alors c'est quelque chose en fait qui est en partie souvent tiré d'une histoire vraie. Par exemple, les révoltés de la cellule 11 en fait inspirent la mutinerie qui a été faite à Attica aux États-Unis, et d'ailleurs c'est un élément qui a été réutilisé par pas mal de réalisateurs, notamment qui gardent ce côté, cet aspect social, cet aspect dramatique, comme je pense à Sidney Lumet,
et Al Pacino dans Un après-midi de chien, où lui va carrément recenser la tuerie d'Attica quand il est en pleine prise d'otage dans une banque, parce que forcément lui il va comprendre que sa situation de prisonnier, il va très bien en fait ne pas vouloir forcément aller en prison, et surtout cet aspect en fait de je sais ce qui se passe en prison, et c'est là où en ce moment il gueule Attica et le flic va carrément même l'encenser, on va dire d'une certaine manière, face à l'autorité assez désastreuse de la police new-yorkaise. Mais c'est vrai que ça veut parler aussi des conditions de détention, généralement, aussi les émeutes. Par exemple, les démons de la liberté, ou encore montrer la défaillance du système pénitentiaire, tout simplement. C'est quelque chose qui permet en fait de parler aussi du traitement de la violence. Parce que forcément, dans une prison, il y a toujours ce côté violence physique, violence morale, que ça soit entre prisonniers, que ça soit par le maton et le surveillant de prison et le prisonnier. Donc il y a toujours un enjeu et une tension en fait d'autorité et soumission qui est très valable dans 99,9% de ces films en fait. Je pense qu'on peut penser au film L'expérience de Oliver Hirschbiegel qui reprend justement l'expérience de Sandford de Philippe Zimbardo. Donc c'est une étude comportementale où plusieurs hommes sont sélectionnés en fait. J'imagine que tu connais, hein, mais juste pour résumer, Vas-y. C'est des personnes lambda qui vont intégrer l'expérience. Un groupe va jouer les prisonniers et un autre groupe va jouer justement les gardiens. Jusqu'à ce que ça explose. Voilà. Ils n'ont pas le droit de communiquer ensemble normalement, les prisonniers. Ils n'ont pas le droit de parler avec les matons non plus. Et ils sont surveillés. L'extérieur n'a pas le droit d'interagir en fait. Les prisonniers sont vraiment là. Oui, c'est un lieu clos en fait. Oui, c'est totalement clos. Ils sont clos avec le reste de la société. Les gardiens ont le droit de sortir et de vivre j'ai envie de dire en dehors des heures. Oui. Ils ont le droit de sortir et c'est une manière en fait d'exploiter le sadisme et comment dire. En fait, c'est là où on voit comment la condition humaine en fait peut facilement basculer, que ça soit par le rapport et l'ambition face à l'autorité et le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Et c'est vrai que cette expérience-là en fait a montré et a prouvé que ça peut être extrêmement ça peut facilement déraper en fait. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs films qui se sont totalement inspirés de cette expérience. Il y a eu un film allemand qui a été après remaké aux États-Unis, notamment avec Adrien Brody. Et c'est toujours intéressant de voir aussi comment un film qui a par exemple une certaine culture, comme par exemple une culture donc germanique, comment elle va être traitée par exemple sur la culture américaine. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir ça parce que comme j'en avais déjà parlé avec la condition de la peine de mort, forcément c'est quelque chose de tabou, ça revient par rapport à différentes cultures et forcément ça n'a pas la même ambition, ni condition, ni traitement, ni volonté de représenter quelque chose. Il y a un film qui est très très intéressant là-dessus, par comment il a été d'ailleurs retravaillé, parce que le film, il y a une première version qui est sortie en 87 qui s'appelle Le Son du châtiment, réalisé par William Friedkin, qui à la base donc va parler l'histoire en fait. Donc je vais donner un synopsis assez rapide. Donc c'est un personnage donc qui est donc arrêté pour avoir commis plusieurs meurtres brutaux et notamment actes de mutilation, tout ça. Et donc en fait on va voir à travers l'idéologie de ce personnage en fait qui buvait le sang des gens pour se purifier. C'est inspiré d'une histoire vraie à peu près. Et en fait, on va voir à travers tout le film, parce qu'il y a un côté procédural en fait, où on va voir donc l'histoire aussi du procureur qui est campé par Michael Biehn, qui est donc chargé de requérir la peine de mort sur ce personnage-là. Donc et forcément, il y a un côté où le personnage en fait a un background assez dramatique. Le film va pas trop jouer dans la subtilité non plus, mais on va voir en fait à travers ce film, c'est très intéressant parce qu'en fait le premier montage va montrer en fait que le personnage principal a été déclaré donc saint d'esprit et condamné, donc condamné à mort, mais en fait juste après il y a eu un examen médical par IRM qui le rend en fait irresponsable pour cause de maladie mentale parce qu'il a eu un choc traumatique, un antécédent traumatique là-dessus. Et c'est très intéressant parce qu'en fait le film donc va montrer la condition sine qua non que la peine de mort
peut avoir des erreurs terribles, peut faire ce genre d'erreurs terribles. Et bizarrement, ce film a été remonté en 92 pour la télévision et va montrer une version totalement différente où en fait, quasiment la fin du film, avec une voix off où on voit donc le personnage du tueur avec un grand sourire qui va dire ce personnage, attention, il va être libéré dans 6 mois et il va pouvoir peut-être, vous allez peut-être le rencontrer dans votre jardin. Et là tu dis ah non mais en fait là le film prend à contre-pied la vision anti-peine de mort qu'avait la première version. Aïe, aïe, aïe. Et c'est un fait très intéressant parce que je trouve que comment en fait un film peut et en plus ça a été approuvé par le réalisateur. Oh non. Parce que Friedkin, comment dire, il aime bien partir dans différents sens et c'est vrai que c'est très compliqué en fait. Après on n'a pas tous les tenants et aboutissants. J'ai lu la biographie de Friedkin qui est écrite par lui, mais je dirais pas que c'est un mythomane notoire, mais du coup, découvrir ce qui est vrai ou faux, je pense qu'en fait, le sujet, en fait, quand il a été remonté, il lui a été totalement échappé des mains, en fait. Et que il s'est dit, ouais, la peine de mort, ça équivaut peut-être pour les producteurs. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, c'était très intéressant de revenir là-dessus. On va faire une petite pause BO vite fait. Donc, un morceau. J'ai oublié le nom du morceau, il faut quand même que je le dise. Donc un morceau issu du film Bronson, Your Silent Face de New Order. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Bronson, le film de Nicolas Winding Refn, réalisateur danois. Si vous le connaissez pas. Non, mais je rigole en fait, hein, on le connaît très bien, hein, c'est l'homme avec le plus gros ego dans le milieu du 7e art. Alors, pour terminer l'émission, on va faire un petit tour de table. Elias, donc si t'es avec moi, quel film avec pour lieu principal ou non la prison t'a le plus marqué? Midnight Express. Ouais. Mais j'adore L'Empire du Soleil de Spielberg. D'accord. Ah, très bon choix. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Oui, mais en plus ça raconte l'enfance de James Graham Ballard. Mhm. C'est quand même un auteur très important en fait. Mm. Mais sinon, j'aime beaucoup Lady Vengeance de Park Chan-wook. Ah oui, oui. J'adore Pareil, ça. très bon film sur sur les femmes en prison, ça en plus cette fois-ci. Là. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y en a des très très bons et surtout, forcément, Park Chan-wook l'a très bien fait là-dessus. Ça se passe pas exactement en prison, mais c'est. Il y a une partie en prison quand même. Non, je pense à un autre film, pardon. Freeway, avec Reese Witherspoon, qui est un de ses premiers rôles, Oui. où elle est dans un camp juvénile, où elle va être en fait jugée adulte et elle risque d'aller en prison. Mais j'adore ce film également, il est très bizarre et Ouais. assez drôle, je trouve, D'accord. dans sa noirceur. Très bien, ok. Et du coup, moi, je vais terminer là-dessus avec je vais prendre plusieurs films, plusieurs extraits parce que je trouve qu'ils sont très très intéressants. Pour le côté actionneur Yakayo parce que c'est rigolo, mais il y a quand même un enjeu dramatique dans ce film et il est très intéressant à voir. Et c'est un réalisateur que j'apprécie énormément sur ces dernières années. Alors, c'est Brawl on Block 99, traduit en français par Section 99 parce que c'est plus rapide. Donc, réalisé par S. Craig Zeller qui avait notamment fait Bone Tomahawk. Et une bonne filmographie d'ailleurs, il a que 3 films, hein, mais je vous le conseille tous. Et celui-là, oh bon Dieu, comment il est violent et comment il est sale et comment c'est presque une série Z et totalement assumé. Et ça prend un Vince Vaughn qui fait, en plus Vince Vaughn dans la vraie vie, il fait presque 2 mètres. Hein. Donc Oui, c'est un géant, c'est une ce type. montagne. Et il fracasse des crânes et là tu fais ah oui. Et en plus le film a une vraie ambiance poisseuse. Il y a un vrai côté série B presque à l'ancienne. C'est bizarre de voir un film qui est sorti en 2017 fait de cette manière-là et c'est presque jouissif et je trouve que le film en plus marche marche tout du long et pour le coup je trouve si vous connaissez pas ce film, je vous conseille de le voir. Attention, il est quand même très violent. Réalisé par S. Craig Zeller, si vous connaissez pas ce réalisateur, je vous conseille de voir ces films. Bon, ils sont tous un peu violents, mais ils sont marrants. Enfin, marrants, ils sont très bien. Autre film très intéressant, et j'ai envie d'en parler parce que je l'ai revu très récemment, le film de... comment il s'appelle Jean-Stéphane Sauvert, pardon, je suis désolé, j'ai oublié le nom du réalisateur. Une prière avant l'aube. A Prayer Before Dawn, film qu'il a réalisé notamment tiré des l'histoire vraie de Bobby Moore, qui était en fait un boxeur de Muay Thai qui a sombré totalement dans la drogue, qui était devenu dealer en Thaïlande et qui a fini en prison. Film très
âpre, très dur, très porté sur le côté presque à l'ancienne documentaire, caméra à l'épaule. Je trouve qu'il a un charme très particulier. Il a envie de montrer vraiment un univers, une condition vraiment assez sauvage de cette géole thaïlandaise. Je trouve que le film est très réussi pour le coup. Je vous le conseille également de le voir. Distribué par Wild Bunch, vous pouvez le trouver facilement en DVD. Et pour terminer là-dessus, j'ai envie de parler vite fait parce que c'est un des films que j'adore particulièrement de James Mangold, Walk the Line. Je vais penser à cette forcément scène de la prison de Folsom, légendaire concert de Johnny Cash où notamment donc il y a le gérant du pénitencier qui va le voir et qui lui dit de ne pas faire de musique correspondant avec les conditions des prisonniers pour pas les haranguer durant cette scène là, enfin cette prison là, enfin ce concert je veux dire. Et Johnny Cash il arrive, il se présente, voilà, ce morceau il est pour le gérant du pénitencier et il fait Cocaine Blues et c'est absolument phénoménal. Si vous n'avez pas vu ce film, je trouve que cette introduction est absolument parfaite. Et on termine là-dessus, donc Cocaine Blues. Très bien Cyril, merci, parfait. Merci à toi pour la régie. Et du coup on termine donc avec ce morceau magnifique de Johnny Cash fait à la prison de Folsom. Et merci Elias pour cette émission. Et on revient donc la semaine prochaine pour un autre sujet. Ciao à tous. RCN, www.rcn-radio.org